Voici une version entièrement reformulée de votre script, de la même histoire et de la même longueur, écrite pour constituer sa propre pièce unique pour YouTube. Je m'appelle Claire Whitmore et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été traitée comme un fantôme par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Au mariage de mon frère, personne n'a prononcé mon nom une seule fois. Ni dans la disposition des sièges, ni dans les discours, ni même lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Mais personne dans cette pièce ne savait ce que je transportais. Un titre qui effacerait les sourires de tous les visages et bouleverserait toute la soirée. Ce n'est pas qu'une réunion de famille, c'est une histoire de récupération silencieuse racontée à travers des médailles, du silence et un salut parfaitement chronométré. Je suis arrivé tôt, comme je le fais toujours. Vieilles habitudes beaucoup des années de déménagement avant le coup de sifflet. Le lieu était l'une de ces vastes propriétés de campagne avec des colonnes blanches et des haies taillées, exactement le genre d'endroit que mes parents aimaient à montrer, mais jamais à cause de moi. Je suis entré vêtu d'une robe anthracite unie, de talons bas, les cheveux attachés en arrière. J'avais l'air ordinaire, banal, ce qui était tout l'intérêt. Personne ne m'a reconnu. Ma tante Diane passa devant moi avec un sourire creux et me demanda si j'étais l'une des cousines de Nick. J'ai juste hoché la tête et je l'ai laissé assumer. Mon nom n'était pas sur le plan de salle, juste +1 à côté d'un parent éloigné. J'ai trouvé ma place près de l'entrée de la cuisine où le personnel entrait et sortait comme des ombres. Je me suis assis là, tranquillement, serviette pliée sur mes genoux, regardant les verres de champagne teintés quelque part au loin. Puis les toasts ont commencé. Mon père se leva, colonne vertébrale droite, costume pressé à la perfection. « Nick nous a toujours rendus fiers », a-t-il annoncé, sa voix traversant la salle de bal. Il est intrépide, dévoué, un leader né. Le rêve de tout père. Ses yeux passèrent juste devant moi. Ma mère était assise à côté de lui, hochant la tête comme une femme qui n'avait jamais élevé un deuxième enfant. Pas une seule fois ils n'ont dit mon nom, pas même en passant. C'était comme si je n'avais jamais existé du tout. Et dans l'histoire qu'ils se sont racontée, peut-être que je ne l'avais pas fait. Peut-être que j'ai disparu le jour où j'ai choisi une route différente, pas celle pavée de mariages et de perles, mais celle construite à partir de bottes, de treillis et de gravier. Ce dont ils n'avaient aucune idée, c'était ceci. Ils avaient construit une scène pour célébrer leur enfant en or, et sans le vouloir, ils m'avaient tout placé en plein centre. Parce qu'avant la fin de cette nuit, quelqu'un dans cette pièce dirait mon nom, fort et indubitable, suivi d'un salut qui ferait tourner toutes les têtes. Pas par politesse, mais par respect pour le rang. Je ne pourrais pas vous dire le jour exact où j'ai renoncé à demander l'approbation de mon père, mais je me souviens exactement du moment où j'ai arrêté d'espérer qu'il me remarquerait. J'avais 17 ans. La veille de mon départ pour l'académie, notre maison sentait le bois de cèdre et le whisky, comme toujours. Maman a préparé un dîner tranquille, du poulet rôti, son préféré. Nick était déjà enfermé dans sa chambre, jouant ou envoyant des SMS à une fille qu'il dirigeait. Je me suis assis à la table dans mes vêtements bien repassés. J'avais réduit de quelques secondes mon temps de mile, mémorisé toutes les règles de ce manuel d'admission. J'avais tout fait de la bonne façon. Mais quand j'ai dit à mon père que j'avais été accepté, il n'a pas dit « félicitations ». Il ne s'est même pas levé. Il a juste tourbillonné son verre et a dit catégoriquement « c'est politique, il laisse entrer plus de filles ces jours-ci. Ne vous ridiculisez pas ». Je l'ai regardé comme s'il m'avait frappé. Peut-être que j'aurais aimé qu'il le fasse, au moins ça aurait été honnête. Puis comme la conversation l'ennuyait, il ajouta « tu n'es pas fait pour ça, tu es bon avec les gens, peut-être la logistique, mais le combat ?» Vous pliez le linge comme si c'était un rituel sacré. Tu pleures quand un oiseau frappe la fenêtre. Ces mots sont restés avec moi pendant des années. J'ai pleuré quand un oiseau a heurté la fenêtre parce qu'il était vivant et parce que personne d'autre dans cette maison n'a jamais pleuré pour quoi que ce soit. Je me demande parfois combien de personnes là-bas avaient des pères comme le mien, des gens qui pensaient qu'ils nous protégeaient en nous retenant. Si quelqu'un vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, vous savez que cette voix ne disparaît jamais complètement. Il s'estompe juste jusqu'à ce que vous puissiez le distancer. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assis seul sur le porche. Pas d'envoi, pas de photo fière, pas de main sur mon épaule, juste un timide « bonne chance » jeté par-dessus une épaule alors que la porte se fermait. J'ai lacé mes propres bottes, zippé mon propre sac, grimpé dans un taxi et regardé ma maison rétrécir derrière une fenêtre brumeuse. Et là, je me suis fait une promesse. S'il voulait que je lui prouve qu'il avait tort, je le ferais, mais pas pour lui. Pas pour qu'il applaudisse à ma remise des diplômes ou accroche une photo de moi en uniforme. Je le ferais parce que je savais exactement qui j'étais, même s'ils refusèrent de le voir.
Et quand j'ai finalement gagné mon grade, je ne leur disais pas moi-même. Je laisserai le monde faire ça pour moi. L'académie était plus froide que je ne l'avais imaginé, pas seulement le temps, même si le vent traversait toutes les couches que je possédais, mais l'isolement, la pression, le silence. Certaines nuits, je m'asseyais sur le bord de ma couchette, les bottes encore incrustées de boue, les chaussettes trempées, me demandant si mon père avait eu raison depuis le début. Je me demandais si cet endroit, les exercices, l'épuisement, allait enfin me briser. Parce que je ne me battais pas seulement pour survivre à l'entraînement, je survivais à la version de moi-même qu'ils avaient essayé d'étouffer des années plus tôt. Cette première année a été brutale. J'ai appris à courir à travers des ampoules, à avaler du sang après une chute, à continuer à marcher même lorsque mes jambes ressemblaient à des sacs de sable. J'ai appris à garder mon expression immobile pendant qu'un supérieur hurlait à quelques centimètres de mon visage. Et j'ai appris à ne jamais broncher. Mais ce qui me reste le plus, ce sont les lettres ou leur absence. D'autres cadets ont reçu des trousses de soins, des cartes postales, des notes de la maison. Je n'ai rien, même pas un simple « nous sommes fiers de toi », même pas un message de Nick, juste calme. Une fois, ma mère a envoyé une carte d'anniversaire qui est arrivée en retard, enveloppe déjà déchirée. À l'intérieur, elle avait écrit « J'espère que tu vas bien, papa dit bonjour », c'était tout. Pas de chaleur, pas d'encouragement, pas même une photo. Juste un rappel que j'étais seule. Alors je me suis construit à partir de rien. J'ai gravi tous les échelons à ma portée, je me suis entraîné plus dur, j'ai étudié plus longtemps. Quand ils m'ont envoyé outre-mer, j'y suis allée. Quand les nuits devenaient brutales, je ne clignais pas des yeux. Quelque part en cours de route, quelque chose en moi s'est déplacé. J'ai arrêté d'avoir envie de l'approbation de mon père. J'ai arrêté d'imaginer le jour où il se présenterait enfin, me serrerait la main et admettrait que je lui avais prouvé qu'il avait tort, parce que je savais qu'il ne le ferait jamais. Les gens comme lui ne changent pas. Vous dépassez simplement le besoin pour eux de le faire. À 30 ans, j'avais conduit ma première unité en territoire hostile et les avais ramenés à la maison. À 32 ans, j'ai commandé une mission de sauvetage qui a sorti 43 soldats de derrière une ligne de front qui s'effondrait. Pas de renfort, pas de soutien aérien, juste de l'instinct, de la détermination et une voix qui ne vacillait jamais en donnant des ordres. C'est à ce moment-là que les militaires ont commencé à m'appeler Colonel Whitmore. Mais pour mes parents, je n'étais encore que la plus difficile. Ils ne m'ont jamais demandé ce que j'avais fait. Ils ne voulaient pas savoir. Ils étaient trop occupés à se vanter auprès des voisins de la nouvelle voiture de Nick. Et je suis resté silencieux parce que je gardais ma voix pour le moment où ils n'auraient d'autre choix que de l'entendre. La salle de réception était tout ce que mes parents adoraient, sols en marbre poli, lustres dégoulinants de cristal, un groupe jouant de vieux standards comme s'ils étaient empayés à la note. Élégant, coûteux, et d'une certaine manière, je me sentais toujours comme un étranger. Quand je suis entrée, ma mère a offert ce sourire serré et aux lèvres fines qu'elle réservait aux invités qu'elle aurait aimé ne pas venir. « Tu y es arrivé », a-t-elle dit, scrutant déjà la foule derrière moi. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne portais pas ces bottes. » Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste remis le cadeau que j'avais emballé pour Nick et j'ai continué à marcher. Pas de câlin, pas de compliments, juste un coup d'œil à ma robe grise et un soupir qui disait tout. J'ai pris place près du fond, à la table neuve, à côté des portes de la cuisine. Tous les invités importants étaient assis à l'avant, la famille, les amis, les collègues de Nick, les voisins qui se trompaient toujours sur mon nom. Je n'étais même pas imprimé dans le programme. Quand le diaporama a joué, des photos d'enfance de Nick, des clips de remise des diplômes, des vidéos d'université loufoques, j'ai regardé en silence, même quand un clip m'a montré à peut-être 12 ans, l'aidant à grimper à un arbre dans notre jardin. Ils avaient coupé le cadre juste avant que j'apparaisse. Je n'étais pas en colère. J'étais simplement fini d'espérer qu'ils s'en rendraient enfin compte. Fini d'attendre un moment qui ne viendrait jamais d'eux. Puis la musique a changé. L'animateur s'approcha du micro en tenant une petite enveloppe, l'air perplexe pendant une seconde avant de s'éclaircir la gorge avec un sourire. Avant le prochain toast, nous avons une reconnaissance spéciale à partager ce soir. La pièce se calma, les conversations s'arrêtèrent. Il continua, son ton devenant formel. Cet invité est honoré, tardivement, pour son courage extraordinaire lors d'une opération de sauvetage classifiée qui a sauvé 43 soldats sous le feu direct de l'ennemi. Aujourd'hui, l'armée voulait s'assurer qu'elle reçoive enfin ce qu'elle a gagné. Les serveurs ont gelé à mi-étape. Le violoniste arrêta la note médiane. J'ai senti mon cœur battre contre mon col. Puis il l'a dit. « Colonel Claire Whitmore, voulez-vous bien vous lever ?» Chaque tête a tourné. Chaque verre s'arrêta dans les airs. Pour la première fois de ma vie, mon nom ne s'est pas estompé dans le bruit de fond, il a atterri comme le tonnerre.
Pendant une demi-seconde, personne n'a bougé. Puis une chaise gratta en arrière, puis une autre, puis un silence de mort. Pas un silence poli, mais un silence stupéfait et figé, comme si la pièce avait expiré et oublié comment respirer à nouveau. Je me levai lentement, lissant ma robe, les talons frappant le marbre alors que je m'avançais. Un léger halètement se répandit dans la foule. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. J'ai senti tous les yeux se fixer sur moi, certains clignant des yeux d'incrédulité, d'autres fixant, mon père refusant même de lever la tête. Un groupe d'officiers en uniforme s'avança près de l'entrée, dirigé par le major Ellis, l'une de mes anciennes recrues, se tenant maintenant debout, net et solennel. Il s'arrêta à quelques mètres de là, serra ses talons ensemble et fit un salut brusque. « Colonel Whitmore », dit-il d'une voix ferme et claire, « c'est un honneur. » Un par un, les autres derrière lui saluaient aussi, non pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils savaient exactement qui j'étais. Et maintenant, tout le monde dans cette pièce aussi. Le major Ellis se tourna pour faire face à la foule et parla calmement mais fermement. Cette reconnaissance était prévue il y a 3 semaines, mais le colonel Whitmore a refusé une cérémonie officielle. Elle n'a jamais voulu l'attention. Le Pentagone a insisté, alors nous l'avons amené ici à la place. Il a fouillé dans sa veste et a ouvert un petit étui noir. À l'intérieur, brillait l'étoile d'argent, la 3e plus haute décoration du pays pour la bravoure. Des halètements ont traversé la foule, quelques rires nerveux de personnes trop abasourdies pour le cacher. « Pour le courage sous le feu », a-t-il dit, épinglant soigneusement la médaille au-dessus de mon cœur. Et pour avoir sauvé 43 vies lors d'un sauvetage actif au combat. Cela a pris moins de 2 minutes, mais le silence s'est ensuite prolongé beaucoup plus longtemps. La pièce était encore gelée alors que je me tournais pour scanner les tables. Le mascara de ma mère avait maculé sous ses yeux. Elle serra sa serviette à 2 mains, comme si elle risquait de la déchirer en 2. Mon père m'a finalement regardé, mais pas de la façon dont il regardait Nick. Il ressemblait à un homme regardant un étranger voler la vedette à son propre événement, comme quelqu'un réalisant, bien trop tard, qu'il avait investi dans le mauvais enfant. Il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. Il s'arrêta à mi-chemin de la pièce, la bouche s'ouvrant légèrement, comme s'il pouvait dire « Je suis fier de toi » ou peut-être « J'avais tort », mais rien n'est sorti. Que restait-il à dire? La chambre l'avait déjà dit pour lui. J'ai fait un petit signe de tête au major Ellis. Il salua une fois de plus, puis ramena son unité par où ils étaient venus, des bottes frappant le sol en rythme parfait, chaque pas atterrissant comme une ponctuation, comme une porte se fermant pour de bon. Je me suis rassis à la table 9, même place qu'avant, mais cette fois personne ne pouvait prétendre que je n'étais pas là. La musique a recommencé, mais c'était différent maintenant, hésitant, comme si même les cordes ne savaient plus à quoi elles appartenaient ni. Les gens ont essayé de reprendre leur conversation. Les verres tintaient. Quelqu'un a forcé un rire près de la table des desserts. Mais l'ambiance avait complètement changé. C'était comme si le verre s'était brisé et tout le monde tournait maintenant autour des morceaux sur la pointe des pieds, prétendant qu'il ne l'avait pas entendu se briser. Je m'assis tranquillement à ma table près de la cuisine, l'étoile d'argent reposant contre ma poitrine, comme une vérité que personne ne pouvait effacer cette fois. Personne ne s'est approché de moi tout de suite, mais personne ne m'a plus regardé non plus. Ils m'ont vu maintenant, et pour certains d'entre eux, ce n'était clairement pas confortable. Nick est arrivé le premier, toujours en smoking, les joues rougies par un toast au champagne de trop. Il m'a fait un sourire tordu. « Colonel ? Vraiment ?» dit-il, en se laissant tomber sur la chaise à côté de moi. « Comment as-tu gardé ça secret tout ce temps ?» Je lui ai jeté un coup d'œil qui disait qu'il n'avait pas fait attention. Il se pencha en arrière, passant une main dans ses cheveux. « Merde, c'est 43 personnes, c'est ça. » Il n'a pas fini. Je n'avais pas besoin de son admiration, mais je ne l'ai pas rejeté non plus. Pendant un moment, nous sommes restés assis là ensemble, 2 frères et sœurs qui s'étaient éloignés si loin l'un de l'autre que nous avions oublié comment simplement exister dans le même espace sans tension. Puis il a demandé, plus calme cette fois, « Est-ce que maman et papa savaient ?» J'ai secoué la tête. Ils n'ont jamais pris la peine de demander. Plus tard, je suis sorti pour prendre l'air. Les lumières du jardin brillaient doucement et dorées, projetant de longues ombres sur les haies. Mes talons claquaient contre le chemin de pierre alors que je me dirigeais vers le patio arrière, loin du bruit de la fête. C'est là que je l'ai entendu. Mon père, la voix basse et mesurée, essayait toujours de contrôler la conversation, même s'il ne restait presque personne pour l'entendre. « Elle aurait pu nous le dire », disait-il probablement à ma mère. Nous n'étions pas contre elle. On n'aurait jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Je me suis arrêté juste hors de vue. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comme si j'étais une expérience qui a réussi malgré les obstacles. Comme survivre à tout et gagner chaque rang n'était qu'un coup de chance.
C'est là que ça m'a vraiment frappé. Pas comme une gifle, mais comme une vérité silencieuse et permanente. Il n'était pas désolé, pas vraiment. Il était simplement aveuglé. Et curieusement, ça piquait moins que ce à quoi je m'attendais, parce que quelque part en cours de route, j'avais déjà cessé d'avoir besoin qu'il soit fier de moi. J'avais déjà dépassé cette version de moi-même. Je suis parti sans dire au revoir, me glissant par la porte latérale pendant qu'ils coupèrent le gâteau. Pas de scène, pas de discours d'adieu, juste le son de mes propres pas, stables et non liés. En rentrant en ville, la médaille bien rangée dans la poche de mon manteau, j'ai attrapé mon reflet dans le rétroviseur. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas vu la fille qui n'était jamais assez. J'ai vu une femme qui n'a jamais bronché. J'ai vu une femme qui a réussi, non pas malgré sa famille, mais à travers le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans une pièce à laquelle vous apparteniez, si votre voix n'a pas été entendue, vos efforts inaperçus, votre nom a été rayé de la liste, partagez-le dans les commentaires. Où avez-vous été négligé et comment vous êtes-vous élevé de toute façon? Quelqu'un là-bas a aussi besoin d'entendre votre histoire de victoire tranquille. Je vais lire chacun d'eux.